Les défécateurs, on défèque sur les fakes. Plaisir d'amour ne dure qu'un moment. Chagrin d'amour dure toute la vie. Ok, c'est pas le son de l'année. Cette chanson, un peu désuète, a traversé les âges, elle nous vient d'un passé lointain, elle a été écrite en 1784, donc ça fait plus de 230 ans, 7 ou 8 générations. Mais si j'ai choisi d'ouvrir la vidéo sur cette bluette, sur le caractère éphémère de l'amour ardent, c'est qu'il m'a semblé que ça pourrait très bien coller avec l'électronucléaire. Car pour quelques décennies de plaisir de fission nucléaire, qui nous procure chaleur et bien-être, puisque plus de 70% de notre électricité en France est d'origine nucléaire, le réacteur va générer des déchets dangereux qui, eux, dureront toute la vie de leur radionucléide. On les appelle déchets de haute activité ou moyenne activité à vie longue, et attention, quand on dit longue, c'est vraiment longue. Si 230 ans, ça vous semblait déjà beaucoup à l'échelle d'une vie humaine, là, on parle en centaines de milliers d'années. Alors, mettre en place une solution pour gérer ces déchets, c'est tout simplement se lancer dans le premier projet d'ouvrage de toute l'histoire de l'humanité qui est pour ambition de se projeter sur des centaines de milliers d'années. Les plus anciennes pyramides ont 5000 ans. Les plus anciennes traces de construction sédentaire connues, là, elles ont 14 000 ans max, et on va pas se mentir, il n'en reste pas grand-chose. En tout cas, le nucléaire, on peut être pour ou contre, ou pour avec un regard critique sur la manière dont on le met en œuvre, l'approche des méchants et des gentils, ça va 2 minutes. On peut se satisfaire du fait que ça a plutôt un bon bilan en termes d'émissions de CO2, on peut s'interroger sur la gestion des risques en cas de problème. Chacun peut avoir son opinion là-dessus, mais c'est même pas la question, donc inutile de vous lancer dans des commentaires sur le nucléaire ceci, le renouvelable cela, Fessenheim ou autre, c'est hors sujet. Le nucléaire en soi n'est pas le sujet de cette vidéo, parce que, qu'on soit pour ou contre le nucléaire, et quels que soient les choix qui seront faits pour produire notre électricité dans le futur, de toute façon, on a déjà des masses de déchets ultimes à gérer, ça y est. En quelques décennies d'exploitation de notre parc nucléaire en France, on a déjà généré 46 880 m3 fin 2018. Vous prenez un cube de 36 mètres par 36 mètres sur 36 mètres de haut, ça vous donne à peu près le volume. Donc ça, c'est fait. Et le chagrin d'amour de la chanson qui dure toute la vie, ça commence maintenant. Il va durer toute notre vie, celle de nos enfants, des enfants de nos enfants, et des enfants des enfants des enfants, au moins 4000 fois comme ça, de nos enfants. Du coup, maintenant qu'est-ce qu'on fait et comment on gère? Et là, c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Et même, je devrais dire, ces vidéos, puisqu'il y aura 2 épisodes sur le sujet qui sont émises. Dans le premier, on commencera par faire un gros récap des connaissances de base qu'il faut pour pouvoir comprendre le sujet. On va faire moins de défais qu'aujourd'hui et un peu plus de vulgarisation. Et dans le second volet, ce sera plus concret, on fera un petit tour de ce qui se raconte pour essayer de trier le vrai du fake, en allant vérifier sur place. Alors, c'est pointu, ça va être un peu plus dense que d'habitude, mais ne vous inquiétez pas, pour vous tenir réveillé, il y aura un petit jeu, donc de temps en temps je vous poserai des questions et vous pourrez scorer. On verra à la fin si vous êtes fort sur le sujet, si vous êtes plutôt fait avec de l'atome de gagnant ou avec de l'atome de chèvre. Je vous mets en description des vidéos un certain nombre de sources, mais moi je n'improvise pas expert, donc vous allez voir que pour ces vidéos, les sources, ça va surtout être des spécialistes et des acteurs du domaine, principalement de l'ANDRA, qui est l'organisme public qui gère les déchets nucléaires, et qu'on va les rencontrer directement sur place, surtout dans la seconde partie. Ce qui évitera au passage qu'on me charge des poux pour des droits sur les extraits que j'utilise, comme ça a pu arriver par le passé. Là, les interviews, elles sont à moi, et il n'y a plus de soucis. Donc, c'est pas des vidéos faites le plus dans un canapé de youtubeur, en particulier la seconde, vous verrez. Une fois que vous l'aurez bien mérité en faisant le tour de la théorie dans ce premier épisode, elle va vous emmener jusque dans les entrailles de la Terre, au fond du laboratoire souterrain de Bure. Mais attention, pas pour faire juste une visite touristique. Le but c'était justement de creuser un peu plus, d'aller plus au fond des choses. Enfin, si on peut dire, parce qu'au fond, on y était déjà. Ouais, enfin, pas tout le monde, Je pouvais pas t'emmener au fond. On peut pas faire descendre n'importe qui. C'est dommage, parce que dans le fond, je suis pas si con. Enfin, ça, quand on refuse d'y voir... Non, mais c'est une vidéo, je rencontre des gens, c'est des gens sérieux, c'est pas pour que tu viennes faire tes blagues moisies. Mais tu vas avoir un rôle, je vais te confier une tâche, je sais pas. Ouais, enfin, moi, c'est toujours la pauvre tâche, quoi. Mais non, tu verras. Enfin, bref. Dernier point essentiel, ces vidéos ont été réalisées en toute indépendance. Elles ne sont pas sponsorisées. Les déplacements, je les ai financés moi-même avec juste le soutien des tipeurs de la chaîne, que je remercie. Donc, moi, que ce soit bien clair, c'est pas un partenariat avec la filière du nucléaire ou une ONG quelconque. Guillaume Coquard, bonjour. Cochard. Merci de m'accueillir à l'endroit. Ben oui, c'est un défi.
C'est vrai que c'est pas forcément évident d'accueillir quelqu'un avec ce costume. Non, mais on est très ouverts. Alors, tout d'abord, on va préciser que je ne suis absolument pas payé ni même défrayé par l'Andra pour faire cette vidéo. Non, aucunement. Je n'ai aucune mission de l'Andra pour... D'ailleurs, j'y pense qu'on ne vous a même pas offert un café. Tout à fait, j'ai pas osé le relever, mais... Donc voilà, on se fera de notre café nous-mêmes, tant pis, mais on gardera l'esprit critique bien réveillé, en s'efforçant d'être aussi peu biaisé que possible. Voilà, allez, c'est parti. Plaisir d'atome, mégawatt éphémère. Déchets nucléaires durs sans millénaires. Bravo. Ouais, alors tu parles. Donc pour commencer, on va rappeler les bases. Qu'est-ce que la radioactivité et comment est-ce qu'on fait de l'électricité dans une centrale nucléaire? En un quart d'heure et en restant assez simple pour qu'un enfant en primaire puisse le comprendre. Hein. Du coup, nos députés devraient avoir à peu près tous le niveau suffisant pour suivre. Alors, entrons dans la matière. Pardon madame, hein, en fait, on va juste rentrer dans un cheveu. Hein. Grâce à cette vidéo du CERN, en image de synthèse, qui fait un zoom pour nous permettre de descendre jusqu'au plus petit niveau de la matière. Si on découpe de la matière, donc là par exemple un cheveu, et pas qu'en 4, hein, petit, tout petit, le plus petit morceau qu'on pourra obtenir, ce sera un atome. C'est le constituant élémentaire de toute matière solide, liquide ou gazeuse. Mais un atome lui-même est constitué de particules. Il a un noyau, avec des protons et des neutrons, autour duquel on trouve des électrons. Et c'est en comptant le nombre de protons dans le noyau d'un atome qu'on peut savoir à quel élément chimique il appartient. Un atome d'hydrogène, par exemple, c'est le plus basique, il a un proton. Un atome d'hélium, ça vous savez, c'est le gaz qui fait parler avec une voix de canard, lui, il a 2 protons, etc., etc. On a ce tableau de Mendeleïev, le tableau périodique des éléments, qui recense tous les éléments chimiques. On retrouve, regardez là tout en haut, l'hydrogène avec 1, comme 1 proton, puis l'hélium avec 2, comme 2 protons, l'aluminium a 13 protons, etc., etc. Bon, là-dessus, Henri Becquerel, en 1896, découvre le phénomène de radioactivité. Il est en train d'étudier l'uranium, qui est là, dans le tableau, donc si vous avez bien suivi, vous êtes même capable de me donner son nombre de protons, 92, voilà, jusqu'ici vous avez la capacité intellectuelle d'être député, hein, tout va bien. Donc Henri Becquerel découvre qu'il existe dans la nature des atomes dont les noyaux sont instables. On appelle ça les radionucléides, ils perdent des particules, et du coup ils se désintègrent, ils se transforment en d'autres atomes. D'ailleurs on a créé une unité de mesure qui porte le nom de ce physicien, le Becquerel, et qui indique le nombre de désintégrations par seconde dans une matière radioactive. Plus il y a de Becquerel, plus c'est actif, on dit. Et alors, au passage, chaque noyau qui se désintègre dégage aussi de l'énergie, en émettant un rayonnement. Vous connaissez déjà des rayonnements, lumineux par exemple. Ben là, sur un radionucléide, il y en a différents types, les rayons alpha, bêta et gamma. Et par contre, aucun rayon N, hein, ça, ceux qui ont vu l'épisode précédent comprendront aisément pourquoi. Alors, la radioactivité ne se voit pas, elle ne se ressent pas, mais ces rayonnements, ils ont des effets. Par exemple, les rayonnements alpha et bêta sont chargés électriquement. Le bêta, en fait, c'est un faisceau d'électrons qui sont émis, donc il est chargé négativement. Et le rayonnement alpha, c'est un faisceau de noyau d'hélium, plutôt positif. Et ils sont donc ce qu'on appelle ionisants, c'est-à-dire qu'en traversant une autre matière, comme ils sont chargés, ils produisent des ions, et en faisant ça, ils transforment la matière qu'ils traversent. Alors tenez, on va déjà se lancer dans une première question de notre petit jeu. Bon, je vous le dis d'emblée, la première question, elle est un peu pointue. Le type qui a su y répondre pour la première fois, il a eu un prix Nobel pour ça. Mais il n'y a pas de raison que vous ne trouviez pas, vous avez toutes les infos. Et forcément, si vous êtes ici, c'est que vous êtes calé. Si ma chaîne on te suggère, c'est que tu gères la fougère. Alors, allons-y pour la question. On a dit que ces rayonnements des substances radioactives, avec ces particules qui sont émises, on ne peut pas les ressentir. Nos sens sont incapables de les percevoir. Hein. Par exemple, les bêtas, ce sont des électrons, c'est trop petit pour les voir. Du coup, si on voulait s'en faire une idée quand même, comment est-ce qu'on pourrait réussir à les visualiser? Je vous laisse réfléchir. Mettez la vidéo en pause quelques secondes si vous voulez, et vous relancerez quand vous avez trouvé. Ou quand vous en avez marre de chercher. Hein. Par exemple, si ça fait 8 mois que vous avez mis en pause, on peut considérer que vous n'avez pas trouvé, il n'y a pas de honte. C'est parti. Alors, avez-vous trouvé? Ces rayonnements transforment la matière qu'ils traversent, on l'a dit ça. Donc, même si on ne les voit pas, ce qu'on peut visualiser, c'est la trace qu'ils laissent en passant dans de la matière. Alors, si vous avez eu cette idée, ou à peu près cette idée, bravo. Si vous l'aviez eu il y a 110 ans, vous auriez même eu un prix Nobel par la suite. Car c'était donc l'idée de Charles Wilson qui a inventé la chambre à brouillard. Regardez.
On prend un peu de matière radioactive, là c'est de l'uraninite, ça contient de l'uranium, on la met dans cette boîte où en gros, sans être trop technique, il fait froid et on a de la vapeur d'alcool sursaturée. Le rayonnement de l'uranium radioactif provoque de l'ionisation. Ça crée une condensation de l'alcool sur son passage, donc il laisse des traînées de condensation, une trace en brouillard si vous voulez, ce qui permet de visualiser son trajet. Du coup, on peut même distinguer les différents rayonnements. Les alphas vont pas très loin, vu qu'ils sont plus lourds, par contre les bêtas vont plus loin, et comme ce sont des électrons, ils font des petites spirales. Bref, voilà, ça permet de se rendre compte de la manière dont ça rayonne. Alors, si vous aviez trouvé au moins l'idée, bravo. Vous voyez là, par exemple, vous êtes largement au-dessus des députés, parce que j'en ai pas entendu un seul en parler, de la chambre à brouillard, et pourtant d'habitude, tout ce qui est brumeux, ça les connaît. Mais, si vous avez gagné, eh bien la particularité du jeu d'aujourd'hui, c'est que vous ne remportez rien. Vous avez le plaisir éphémère d'avoir gagné. En revanche, si vous n'aviez pas trouvé, et là il faut admettre que c'est possible, parce qu'une question au niveau prix Nobel, j'avoue, la barre était assez haute, eh bien, vous prenez un petit fût de déchets. Vous ne savez pas encore forcément bien ce que c'est à ce stade, mais vous comprendrez au fil de la vidéo, il vaut mieux pas en avoir. Alors, reprenons. Ces rayonnements ionisants, comme on vient de le voir, ils modifient la matière qu'ils traversent. Le problème, c'est quand cette matière est celle d'un être vivant, par exemple les cellules du corps. Parce que ça peut évidemment avoir des effets graves. Ça va endommager l'ADN des cellules, et donc les cellules vont dégénérer, et à terme, ça va provoquer des cancers. C'est ce qui est arrivé à Marie Curie, par exemple, grande physicienne, double prix Nobel. Elle avait travaillé avec Becquerel et avec son mari Pierre Curie sur la radioactivité, et elle a beaucoup manipulé de radium. Et elle en est morte ensuite d'une leucémie induite par les radiations. Ce danger de la matière radioactive, il dépend de quel rayon vous recevez, et surtout de quelle dose vous recevez. Ça veut dire qu'il dépend de la façon dont vous vous exposez à cette matière et la durée de l'exposition. Si vous... ça, c'est pas vraiment radioactif, hein, c'est juste pour faire genre, je manipule un truc. Donc, si vous vous tenez simplement à côté, dans ce cas-là, vous allez recevoir les radiations, vous serez irradié. Exposition externe. Mais si vous avalez de la matière radioactive, soit en la respirant, soit en la buvant, parce que vous buvez de l'eau qui en contient, bon là, manifestement, je vais pas pouvoir le faire, parce que vous voyez bien que c'est trop gros. En tout cas, si vous en inhalez, ou si vous en avalez, là vous allez être ce qu'on appelle contaminé, et l'émission viendra carrément de l'intérieur de votre corps. Exposition interne. C'est plus dangereux, et ça vous exposera plus longtemps jusqu'à ce que votre corps réussisse éventuellement à éliminer les particules en question, ce qui peut être très long. La dose de radioactivité reçue, on la mesure en sieverts, ou plutôt en millisieverts, parce que si vous commencez à la mesurer en sieverts, ça pue. Un exemple extrême, en 1986, après l'explosion de la centrale de Tchernobyl, sur le toit du réacteur numéro 3 où les liquidateurs venaient repousser les débris, on pouvait prendre une dose de plusieurs dizaines de sieverts par heure. Vous avez peut-être vu la scène dans la série Tchernobyl de HBO, je peux pas en réutiliser d'extrait ici, mais ça c'est une photo originale prise en 1986. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a des traces blanches en bas, c'est l'effet des rayonnements qui ont dégradé la pellicule. Certains sur place ont pris des doses de plus de 1 sievert. Il faut savoir qu'au-delà de 5 sieverts, vous avez une chance sur 2 de mourir d'un syndrome d'irradiation aiguë dans les semaines qui suivent. C'est ce qui est arrivé à certains pompiers qui sont intervenus au tout début. Alors, pas de panique non plus, autour de nous il y a une radioactivité naturelle. 0,3 microsieverts par heure en moyenne, notamment dans les pierres, le granit par exemple, ou dans le radon, qui est un gaz dans l'atmosphère. D'ailleurs, comme il est dense, il a tendance à s'accumuler dans les sous-sols, pensez à les ventiler. Avec tout ça, on considère qu'une personne lambda en France reçoit chaque année 2500 microsieverts, donc 2 millisieverts et demi à peu près, en dose cumulée sur l'année. Alors, ponctuellement, vous pouvez faire des choses qui font davantage monter votre dose. Par exemple, si vous vous faites faire une radio, vous allez prendre des rayonnements. Une radiographie de la poitrine, c'est 140 microsieverts. Si vous prenez l'avion, vous pouvez prendre 80 microsieverts sur un vol Paris-New York, par exemple. Mais tout ça, ce sont des ordres de grandeur que le corps sait gérer. Par contre, le corps, si vous commencez à l'exposer régulièrement à des sources radioactives, comme Marie Curie, c'est de l'irradiation chronique, les doses s'accumulent et au-delà d'un certain seuil, ça devient dangereux. En France, pour quelqu'un qui travaille dans le secteur du nucléaire, la dose maximale autorisée chaque année, c'est 20 millisieverts. Si vous prenez un astronaute genre Thomas Pesquet, il cumule des doses encore plus fortes. Et dès que ça va commencer à se compter en plusieurs sieverts, là, vous allez avoir des problèmes. Alors au début, on ne savait pas encore tout ça. Dans les années 1915-1920, on s'était mis à essayer d'utiliser des sources radioactives pour soigner des tumeurs. Mais on s'était pas encore rendu compte que ça pouvait être mauvais pour les cellules saines. Alors, par contre, comme d'hab, il y en a qui n'ont pas attendu longtemps pour chercher à se faire du pognon en surfant sur ces découvertes, et vous avez donc un certain nombre de charlatans qui se sont mis à inventer toutes sortes de propriétés au radium, limite miraculeuses, et qui ont vendu des crèmes à base de radium, genre la crème Radior. Ah, dis donc, depuis que j'utilise ce produit radifère aux propriétés extraordinaires, j'ai un peu la pourrèche. Oh, fais pas taper un bêche.
C'était la grande mode, hein. Dans les années 30, il y a même eu un certain docteur Alfred Curie, alors sans lien de parenté avec Marie et Pierre, mais bon, ça tombait bien, hein. Lui s'est mis à vendre sa gamme Thoradia avec du thorium et du radium. Et avec ça, il vous promettait de guérir les brûlures, les rougeurs, éliminer les graisses, bref, la panacée. Donc, du radium dans tout, dentifrice, préservatif, phosphorescent du coup, invisible dans le noir, ça devenait n'importe quoi. Et il y a eu un certain nombre de victimes avant qu'on commence à vraiment réaliser le danger de la radioactivité. Il y a eu notamment les décès des Radium Girls, ça c'était des ouvrières américaines qui peignaient des cadrans de montres avec une peinture au radium. Et du coup, à force d'en être au contact, elles avaient fait de l'anémie et développé des tumeurs. Puis en 1932, il y a un millionnaire, Evan Byers, qui est décédé après s'être intoxiqué avec du Raditor, qui était censé soigner près de 150 maladies, dont l'impuissance. Et c'était un élixir à boire, hein, donc ingestion, contamination interne. Et lui, ça a fait du bruit vu qu'il était connu. Donc, à la suite de tout ça, on s'est enfin mis à réglementer l'usage des produits radioactifs. En France, ils ont été classés toxiques en 1937. Plaisir d'atome, mégawatt éphémère. Alors, on a vu la radioactivité. À présent, comment produit-on de l'électricité dans un réacteur nucléaire ? Eh bien, on utilise ce qu'on appelle le phénomène de fission nucléaire sur de la matière avec un noyau atomique lourd, l'uranium, numéro 92. Il a toujours 92 protons, hein, ça n'a pas changé, mais pour être précis, dans de l'uranium naturel, en fait, il y a plusieurs sortes d'uranium, plusieurs isotopes, comme on dit. À plus de 99%, c'est de l'uranium 238, dont le noyau a 238 éléments, puisqu'il a 146 neutrons en plus de ses 92 protons. Et puis sinon, il y a 0,7% d'uranium 235 qui, lui, n'a que 143 neutrons. Et lui, il est plus instable. Et ce qu'on a découvert en 1938, c'est que si on prend un atome d'uranium 235 et qu'on balance un neutron dessus, on va provoquer la fission de cet atome, c'est-à-dire qu'il va se diviser en 2 ou 3 atomes plus légers, par exemple krypton et barium, bon, ça peut varier à chaque fois, mais il va aussi libérer des neutrons, tout en dégageant au passage une forte énergie. Et c'est pour ça qu'on parle d'énergie nucléaire. Nucléaire, ça vient de nucléus, le noyau. Alors, c'est le moment pour reprendre le jeu, on va voir si vous êtes toujours au taquet. Cette fois, ça vaut pas un prix Nobel, hein, parce que je viens juste de donner toutes les infos pour répondre, donc c'est hyper facile. Je viens de vous dire que la fission de l'uranium 235, elle libère d'autres atomes, de l'énergie et des neutrons. Alors question, du coup, qu'est-ce qui va se passer avec ces neutrons ? Je vous laisse réfléchir, faites une pause, hein, si vous voulez, et vous relancez après, évidemment. Eh bien, l'atome d'uranium 235, il se promène rarement tout seul, hein. Il a d'autres collègues autour, donc quand un neutron va provoquer la fission de cet atome, chaque neutron qu'il va libérer va finir par rencontrer un autre atome d'uranium 235 autour. Du coup, nouvelle fission, qui va aussi libérer d'autres neutrons, etc., etc. C'est ce qu'on appelle la réaction en chaîne. Plus ça va aller, et plus on va avoir de fission. Et donc, plus on va dégager d'énergie nucléaire, parce que c'est ça qui nous intéresse là-dedans, c'est cette énergie qui est libérée au passage, et qu'on va pouvoir récupérer. Donc, vous connaissez le tarif, hein. Si vous aviez deviné, vous ne gagnez rien. Par contre, si vous n'aviez pas deviné, vous prenez un petit fût de déchets. Alors, poursuivons. Un réacteur nucléaire, c'est une cuve remplie d'eau, dans laquelle on plonge des barres d'uranium enrichies en uranium 235. C'est-à-dire que dans cet uranium-là, on a monté à 3 à 4% la proportion d'uranium 235, puisque c'est lui qui est utile pour la fission nucléaire. Ces barres, on les bombarde avec des neutrons pour provoquer cette fission nucléaire, qui va donc provoquer encore plus de fission par réaction en chaîne. Et l'énergie dégagée par la fission fait chauffer l'eau. Fort, hein, 320 degrés. Cette eau, on la fait circuler et passer dans ce qu'on appelle des générateurs de vapeur, et ensuite elle revient dans la cuve. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le circuit primaire. Dans les générateurs de vapeur, il y a une multitude de petits tuyaux qui circulent, avec de l'eau aussi, mais cette fois, c'est pas la même eau. Elle circule dans un autre circuit, le circuit secondaire. Et à travers la paroi des tuyaux qui sont en contact, l'eau du circuit primaire, qui est hyper chaude, transmet sa chaleur à l'eau du circuit secondaire. Sans qu'elle se mélange, parce que l'eau du circuit primaire, elle charrie des radionucléides venus des barres, donc elle est contaminée. Il faut pas qu'elle sorte de ce circuit fermé, ce serait dangereux. L'eau de notre circuit secondaire, à ce contact, se met donc à chauffer grave, et ça génère de la vapeur. Et cette vapeur, qui sort à haute pression, ça va permettre d'aller faire tourner d'immenses turbines, qui, elles, font tourner de très gros alternateurs, et là ça marche comme une dynamo sur un vélo, finalement. Quand on les fait tourner, ça produit de l'électricité. Donc, si on résume, la fission nucléaire nous sert à faire chauffer de l'eau champ max pour produire de la vapeur, pour faire tourner des turbines. Bon, et ensuite, pour réguler tout ça, il y a un troisième circuit d'eau, le circuit de refroidissement, qui est mis en contact avec l'eau du circuit secondaire, mais sans se mélanger, hein, là aussi,
pour échanger la chaleur et faire refroidir l'eau du circuit secondaire. L'eau de ce troisième circuit, donc de refroidissement, elle est pompée dans un fleuve ou dans la mer, c'est pour ça qu'une centrale nucléaire est toujours au bord de l'eau, et après, l'eau du refroidissement est rejetée dans le fleuve ou sous forme de vapeur. C'est ça qu'on voit sortir des grandes tours de refroidissement, c'est juste de la vapeur qui n'a pas été en contact avec les matières radioactives. Et voilà le principe. Bon, alors si vous avez bien suivi, vous devez quand même vous demander, attends, mais comment on fait pour arrêter la réaction en chaîne? Parce que la fission qui dégage des neutrons, qui provoque d'autres fissions, ça pourrait rapidement s'emballer. D'ailleurs, c'est ça qui se produit dans une bombe nucléaire. Eh bien, pour contrôler ça, il y a ce qu'on appelle des barres de contrôle, elles sont en bord qui empêchent la propagation des neutrons. Donc, vous les descendez et la réaction se calme, vous les ressortez et ça redémarre, ça rechauffe, etc. Et voilà. Alors à l'issue de cette présentation, désormais, vous êtes capable d'expliquer ce qu'est la radioactivité et comment fonctionne une centrale nucléaire. Franchement, vous êtes déjà plus calé que le député moyen. Radio Darnikatato, Charche Badina Megalu, Sariatura, Vadaenduku Agavu, Leda Sankeitalanu, Apavuani Kuda, Meru Artam Chesu Kuntaru, Kani Sadarananga, Miku Ipatike Telusu. Mais surtout, là ça y est, vous avez compris maintenant à quel moment le réacteur produit des déchets. Lors de la fission nucléaire, on a vu qu'on produisait des neutrons qui provoquent la réaction en chaîne. Ok. On a vu que ça dégage de l'énergie qui nous sert à chauffer l'eau, ok. Mais on a dit aussi que chaque atome d'uranium-235 se trouve divisé en différents autres atomes, qu'on appelle les produits de fission. Et eux, ils pourront plus permettre de faire des fissions, donc dans le réacteur, ils ne nous serviront plus à rien, ce sont des déchets. Et le souci, c'est qu'il y en a une grande part qui sont très radioactifs. Et même, on peut dire, sa mère radioactif, parce que dans un cas pareil, on était en droit de faire un écart avec la bienséance et d'utiliser des termes qui traduisent tout son abasourdissement, quoi. Alors, plus concrètement, il y a quoi là-dedans? Des radionucléides à vie moyenne, vous les voyez là, des radionucléides à vie très longue, c'est-à-dire qu'ils vont rester très longtemps, tous ne sont pas dangereux de la même façon, ni sur la même durée. Et ils se forment aussi par différentes réactions des actinides. Là, vous avez leur petit nom, si vous en croisez un jour, vous vous barrez. Voilà. Bah pourquoi il y en a qui ont une vie moyenne, il y en a qui ont une vie longue? Moi je vois le site de Landra, il y a un petit personnage pour expliquer les atomes. Je pense qu'on devrait l'utiliser, ça serait plus imagé. On devrait l'utiliser. Déjà, c'est pas ta chaîne, hein. Bonjour, je suis Tom. Et je suis un atome. Enfin, c'est complètement naze, ça rime même pas. Bah Tom l'atome. Bah, Tom, la tome de fromage, ça passe à crème. Mais l'atome, il faut un prénom en home. Bah pourquoi pas Pacôme? C'est pas comme Tom, Pacôme, mais comme atome. Illustre si tu veux. Les explications, c'est moi qui les fais, parce que là... Alors, dans de la matière radioactive, les atomes... Attends, mais il en faut plein, là, des atomes. Oui, voilà, je les copie. Donc, dans notre matière radioactive, les atomes ont des noyaux instables qui, petit à petit, se désintègrent. Et là, ils dégagent de l'énergie qui se traduit par des rayonnements. Non mais c'est dégueulasse, qu'est-ce Ah bah t'as dit, il dégage du rayonnement. Le rayonnement, ça se voit pas, mais il faut bien imaginer. Non, mais normalement, une image, c'est visuel. Tu fais des images qui sentent mauvaises. Bah c'est de la vulgarisation, comme il dirait Astrono Geek. Mais t'inquiète, enchaîne tes explications. Je demande pardon d'avance à tous les experts que j'ai interviewés et qui vont se retrouver à regarder ça. Donc, des atomes se désintègrent. C'est un phénomène naturel. Mais ça se déroule à un rythme qui est différent selon les radionucléides, parce que chacun a ce qu'on appelle sa propre période. Par exemple, supposons que notre matière, c'est de l'iode 131. Tous nos atomes, là... Tous nos Pacômes. Tous nos atomes, ce sont des atomes d'iode 131. Et l'iode 131 a une période de 8 jours. Or, la période, c'est le temps nécessaire pour que la moitié des radionucléides présents dans la matière radioactive se soient désintégrés. Donc, après une période, là, après 8 jours, il n'en reste plus que 50%. Et après 2 périodes, donc pour l'iode 131, c'est après 2 fois 8 jours, donc 16 jours, il n'en reste que la moitié de 50%, soit 25%. Et après 3 périodes, 12,5%, etc., etc. À partir de cette période, on est déjà à moins de 1%, donc c'est beaucoup moins actif qu'au départ, et au bout d'un moment, ça va devenir négligeable par rapport à la radioactivité naturelle. Seulement voilà, pour l'iode 131, la période était de 8 jours, mais le césium 137, par exemple, lui, il a une période de 30 ans. Non, mais là c'est bon, je pense, là. Attends, je te prépare l'U7, la césium 137. Parce que je sais pas si on a bien vu le truc. Oh si, on l'a bien vu, on l'a bien entendu, on s'en est bien imprégné, là, et on te remercie. Bon, bah, y a pas de quoi, moi je reste à disposition s'il y a besoin. Oui. Donc 30 ans pour le césium 137, l'U7, et si vous ajoutez les actinides, le neptunium 236, Maurice, là on rentre dans une toute autre échelle. Et voilà donc pourquoi certains déchets peuvent avoir des durées de vie très longues. Tiens, tant qu'on était sur l'iode 131, vous en avez peut-être entendu parler, au moins indirectement. Il fait partie des produits de fission, et lorsqu'il y a un accident nucléaire, comme à Tchernobyl ou à Fukushima, où en gros une partie du contenu de la cuve du réacteur est dispersée dans l'atmosphère, il y a une forte émission d'iode 131.
Et c'est pour ça que, en France, si vous résidez à moins de 20 km d'une centrale nucléaire, vous avez dû recevoir un courrier qui vous invite à aller retirer gratuitement en pharmacie une tablette de comprimé d'iode. Il suffit pour ça d'un justificatif de domicile. Et si jamais un accident se produit, on va vous demander de prendre de l'iode. En cas d'alerte nucléaire, si vous habitez à proximité de la centrale, vous entendrez le son de sirène tel que celui-ci. Tout le monde a l'air très préparé, hein. Je sais que sans doute grâce à ce spot. Rejoignez immédiatement un bâtiment en dur afin de vous y protéger. Votre premier réflexe, c'est de vous isoler de l'extérieur, en fermant fenêtres et portes. Une fois à l'abri, restez en sécurité. Tenez-vous informé et respectez les consignes de protection diffusées par les radios et chaînes de télévision du service public. Si nécessaire, un message du préfet sera diffusé à la télévision et à la radio, vous demandant de prendre un cachet d'iode. Attention, ces comprimés ne doivent être pris qu'à la demande exclusive du préfet. Si l'évacuation de votre zone est requise, votre kit d'urgence doit être prêt. Il doit comprendre en particulier vos papiers personnels, vos éventuels traitements médicaux. Désormais, en cas d'alerte nucléaire, vous savez quoi faire. Voilà, vous ne serez pas venu pour rien. Alors pourquoi prendre de l'iode? Cette iode décomprimée viendra se fixer sur votre glande thyroïde, et l'intérêt c'est que quand va vous arriver sur la tronche l'iode 131 radioactif qui a été rejeté dans l'atmosphère, vous allez le respirer, il rentrera, mais il ne se fixera pas sur votre thyroïde, qui est très amatrice d'iode, mais là elle sera déjà saturée en iode grâce à celle du comprimé. Donc votre corps éliminera l'iode 131. Et ça peut vous permettre d'éviter de choper un cancer de la thyroïde, ce qui est plutôt cool. Alors allez retirer vos tablettes si vous êtes concerné et que vous n'avez pas encore fait. Et c'est l'autorité de sûreté nucléaire qui le recommande, hein. Ils communiquent régulièrement là-dessus dans les réseaux sociaux, c'est pas une méchante ONG qui agite les peurs. Tiens, tant qu'on est là-dessus, vous avez sûrement vu des youtubeurs faire des visites à Tchernobyl, c'est devenu très courant. Et ça nous donne l'occasion de parler de ce qui est dangereux ou pas. Lorsque le réacteur de Tchernobyl a explosé, vous avez d'abord des débris du réacteur qui sont retombés directement aux alentours de la centrale. En l'occurrence, autour des barres de combustible de ce réacteur-là, il y avait des gaines en graphite. Donc vous avez du graphite qui s'est répandu autour et qui crachait des doses énormes, on en a parlé. Ensuite, l'incendie a provoqué la montée dans l'atmosphère des radionucléides de tous les produits de fission qui s'étaient formés dans le réacteur. Donc iode 131, césium 137, etc. Et c'est ça qui s'est retrouvé dans le fameux nuage de Tchernobyl. Ces radionucléides. Mais évidemment, les particules ne sont pas restées indéfiniment en l'air, elles sont redescendues au sol, et principalement dans un périmètre de quelques dizaines de kilomètres autour de la centrale. C'est à ça que correspond la zone d'exclusion. Les sols de cette zone ont été contaminés par ces retombées avec ce qu'on appelle des hotspots, des endroits où la radioactivité s'est particulièrement concentrée à cause des pluies qui ruissellent et l'eau qui se concentre dans les cuvettes, donc à la fin, ces flaques concentrent les radionucléides. Une fois l'incendie éteint et le nuage passé, la radioactivité était donc essentiellement dans les poussières au sol ou sur les toits. Au niveau des particules elles-mêmes, l'iode 131 a disparu quelques mois après l'accident, le strontium 90 qui se fixe sur les os, et le césium 137 avec leur période de 30 ans, il y en a la moitié moins aujourd'hui, etc., etc. Et après plusieurs décennies, les plus aidants, ces radionucléides ont été fixés dans le sol, et dans les nappes phréatiques. Donc, en extérieur, il peut y avoir de la radioactivité au sol, et dans les plantes, mais si on remue pas la poussière, il n'y en a plus dans l'air. C'est pour ça que vous n'avez pas besoin de masque pour vous y promener. Et si vous n'avez pas à manger les fruits qui poussent là, ou vous allongez au sol pour faire une sieste dans l'herbe juste sur un hotspot, ça ira très bien. Vous prendrez une dose supportable. Quand on arrive avec le dosimètre, donc l'appareil qui mesure la radioactivité, on peut voir, elle émet une radioactivité de 200 microsieverts par heure. Alors oui, mais cet appareil-là, avec lequel il mesure la radioactivité, c'est pas un dosimètre, c'est un radiamètre. Ça mesure les rayonnements ionisants, bêta, gamma, rayons X, selon un procédé que ceux qui ont eu le prix Nobel tout à l'heure vont facilement comprendre. En gros, à l'intérieur, il y a un tube avec un gaz. Si ce gaz est ionisé par les rayonnements, il perd des électrons et le gaz devient alors conducteur. Et c'est ça qu'on mesure. Donc ça, c'est un radiamètre. Certains vous disent compteur Geiger, du nom de son inventeur Geiger-Müller, ok ? Ça vous donne des microsieverts par heure parce que ça mesure juste la dose à laquelle vous êtes en train de vous exposer. Un dosimètre, c'est différent, ça mesure le cumul de doses que vous avez encaissées. Les travailleurs du nucléaire sont tenus d'emporter, par exemple. Ça fait la somme de ce qu'on a reçu comme dose, donc c'est plus des microsieverts par heure que ça donne, ce sont des microsieverts tout court. Un autre. Non, si tu veux voir des radiations, viens voir, regarde. J'ai vu ça dans le reportage, tu vois le truc qu'on a lu là sur le contre-poteau ? Ouais. Je suis sûr que si tu le colles contre ça, on aura des radiations. Là, pour l'instant, on est à combien ici, là ? On est à 0,16, 0,17. Ce qui n'est quasiment rien, quoi, en fait. Ouais, c'est pareil. Vas-y, regarde le truc qu'on a lu, là. Ah, allez.
on en profite pour reprendre le jeu et se faire une petite question. À votre avis, à combien ça va monter lorsqu'ils vont prendre une mesure sur ce poteau? À peu près, hein. Regarde. Ah non, d'accord. Ah, c'est de la merde. Eh ben non, ça monte pas. Parce que vous avez compris qu'il n'y avait pas de raison particulière pour que de l'alu sur un poteau ait concentré plus de radionuclides. Je sais pas trop à quoi le gars s'attendait. En tout cas, un flux de déchets pour ceux qui ont cru que ça allait soudain monter de ouf. Bon voilà, si vous regardez toutes ces visites sur place, vous vous rendrez compte qu'en fait ils font tous le même tour guidé, ils passent par les mêmes hotspots, la fête foraine, la tour de refroidissement en construction, etc. Enfin c'est vraiment de la visite touristique calibrée pour des gens qui visitent ça comme ils iraient à Disneyland en fait. La seule visite différente que j'ai vue sur YouTube, c'était les Hit the Road. Vous connaissez peut-être, c'est des gars qui font du parcours. Moi, je suis abonné à leur chaîne parce que, déjà, ils font des images super léchées. Puis vous aviez vu dans l'épisode sur les vidéos qui font peur que je suis assez sujet au vertige. Du coup, j'essaye de me soigner en regardant leurs vidéos au sommet des grues, ou là, c'est au sommet d'une cheminée d'une centrale désaffectée à 160 mètres du sol. Les gars se croisent tranquilles, il y a le vide des deux côtés. Moi, je suis là à m'accrocher au fauteuil et à les engueuler à travers l'écran dès qu'ils se redressent ou qu'ils se pendent par les bras sous les grues. Enfin bref, je me fais du mal à regarder leurs vidéos, mais en même temps, j'arrive pas à en décrocher. Qu'est-ce que tu fais ici? Je faisais une photo en haut. Tu crois que c'est le chantier à ta mère ou quoi ici? Non, T'es de la gueule du monde ou quoi là? Bref, en 2016, eux, ils sont allés faire de l'urbex à Pripyat, ils sont allés passer 5 jours dans la zone d'exclusion, mais pas en minibus dans un tour organisé. Donc tout de suite, c'est plus route. Ils y vont en autarcie, avec un guide qui fait des trucs parfois assez limites en termes de risque. Enfin, je vous spoil pas, parce que si vous voulez aller la voir, je vous ai mis le lien en description. Et je les remercie de m'avoir autorisé à utiliser quelques extraits. C'est super intéressant à suivre. Donc, après cette vidéo un peu dense, là, allez-y, ça vous fera prendre l'air. Un petit parcours de santé. On vient de marcher 6h30 et on vient d'apprendre qu'on vient d'à peine de faire la moitié. On est au cœur de la zone, on la traverse sur des dizaines de kilomètres, avec la forêt rousse, les pins rouges sur les hotspots, et au passage, on prend la mesure des distances. Est-ce que c'est vraiment une zone d'exclusion comme celle-là ou celle de Fukushima? Une zone d'exclusion, c'est un endroit d'où on a déplacé les gens du jour au lendemain. C'est pour ça que c'est quand même bien grossier quand on entend des gens faire le bilan d'une catastrophe comme ça, en le résumant juste à, vous savez, les impacts sanitaires, regardez à Fukushima, il n'y a pas eu de mort, et à Tchernobyl, il n'y en a pas eu tant que ça. Comment minimiser les impacts en les réduisant juste au nombre de morts? Une zone d'exclusion, à la base, c'est des gens qui perdent tout, qui doivent dégager du jour au lendemain en laissant toute leur vie sur place pour aller vivre au mieux dans des préfabriqués. Là, rien qu'à Pripyat, ils étaient 49 000, il y a eu plus de 130 000 personnes déplacées en tout. En tout cas, ça te met un choc. T'es revenu, pof, dans un village de l'ère soviétique, d'un coup. Déchets nucléaires durs sans millénaires. Alors, reprenons. On a plongé des barres de combustible dans la cuve du réacteur. On a fait des fissions. Après quelques années, 4 ans maximum, la matière que contenaient nos barres s'est transformée. Et ces barres, elles ne génèrent plus assez de fission, elles sont usagées et il faut les retirer. Et là, attention, cet assemblage de barres usagées, c'est dangereux, la mère de sa mère. Si vous vous tenez juste à côté quelques instants, vous prenez une dose par irradiation qui sera suffisante pour vous tuer. Je vous passe les détails, pour ça je vous renvoie à la série de Tchernobyl. Donc, ces assemblages de barres, on les dépose dans une piscine à côté du réacteur, tout en les gardant sous une grande profondeur d'eau, au moins 4 mètres sous la surface, pour se protéger des radiations. Et là, avant de pouvoir en faire quoi que ce soit, on va déjà devoir les laisser refroidir pendant plusieurs mois. Bon, de toute façon, on a le temps, parce que maintenant ça, on l'a sur les bras pour des centaines de milliers d'années, avant que ça redevienne de la matière pas radioactive. Avant de voir ce qu'on peut faire de ces déchets, pour essayer de les gérer sur une aussi longue période, est-ce qu'on peut déjà avoir une idée de leur volume? Combien il y en a? Alors, là, franchement, si on regarde ce que nous en disent les médias, il y a de quoi s'y perdre. Prenons la presse régionale. La Voix du Nord, en 2019, donne le chiffre national du volume de déchets, 1,62 million de mètres cubes, soit l'équivalent de 400 piscines olympiques. Et leur source, c'est l'ANDRA, donc je vous l'ai dit, ça c'est l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, donc c'est l'institution qui les a en charge, a priori c'est la meilleure source qui soit, et là le volume vient de leur inventaire de fin 2017. Ok. Mais alors, Ouest France, en 2019 aussi, nous annonce l'équivalent de 616 piscines olympiques. Et ce qui est fort, c'est qu'ils citent la même source, Andra, fin 2017, avec 1,62 million de mètres cubes de déchets. Bon. Et la presse nationale, Libération, toujours en 2019, nous donne une estimation de 648 piscines olympiques, toujours en partant de la même source. Et le plus ouf, c'est le Parisien. En 2019, à partir de la même source, il annonce 640 piscines. Admettons, mais un an auparavant, le même journal donnait 400 piscines olympiques. Au niveau de la cohérence, c'est pas mal. Je sais pas si quelqu'un chez eux s'est aperçu que, d'après leurs chiffres, la France venait de se prendre en un an 240 piscines olympiques de déchets d'un coup. Alors, certes, là, il se basait sur le bilan Andra de fin 2016, où il n'y avait que 1 540 000 mètres cubes.
Mais ça fait pas 60% d'augmentation en un an. Bref, 5 titres de journaux, 4 valeurs différentes, dès le départ ça a l'air confus. Et c'est donc le moment de notre petit jeu, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas les mêmes valeurs d'un journal à l'autre ? Je vous laisse réfléchir. Alors, c'est vrai que c'est troublant, il y en a un qui voit 400 piscines olympiques, l'autre qui voit 640 piscines olympiques. Je sais pas comment ça se passe au comité olympique, s'ils changent les règles selon leur humeur, mais la piscine, comme unité de mesure, ça a l'air vague. On sait plus trop où on en est, on nage un peu dans le flou. On est dans des piscines à vagues. Ouais. Donc le problème vient de cette unité de mesure qu'ils utilisent, ils vous parlent en piscine, parce que c'est censé vous donner une image, mais du coup c'est pas aussi précis qu'une vraie unité de mesure, et ça peut varier parce qu'il y a différents types de piscines olympiques. Si vous aviez trouvé, c'est bien, si vous n'aviez pas trouvé, vous prenez un fût de déchets. Regardons les dimensions d'une piscine olympique. 50 mètres par 25, ok, mais la profondeur est de 2 mètres minimum et 3 mètres recommandés. Autrement dit, le volume d'une piscine olympique, il peut varier entre 2500 mètres cubes et 3750 mètres cubes, selon que vous choisissez une profondeur de 2 ou 3 mètres. On a donc une magnifique unité de comparaison subjective. Si vous avez envie que ça fasse beaucoup de piscines dans le titre de votre article, vous pouvez prendre le petit volume. Par exemple, Reporter, qui est le quotidien de l'écologie, sans surprise, il trouve 640 piscines. Alors que Soraya Tabet, qui représente l'Andra, elle prend le gros volume, du coup elle annonce 400 piscines. Et derrière, tous les journalistes reprennent les chiffres de l'un ou l'autre sans trop chercher. De toute façon, visiblement, ils n'ont pas le temps de chercher. Bref, les gens qui vous donnent des estimations en piscine olympique, de base, méfiez-vous-en, si on veut être rigoureux, on utilise des unités fixes, on parle en mètres cubes, et on se réfère à la source de l'Andra. Et à la rigueur, s'il faut absolument l'imager, on fait comme le monde, ils ont pris des tours Montparnasse qui, au moins, ont une hauteur fixe. Mais au fond, le vrai problème de tout ça, il est même pas dans les unités. Certains articles ne savent pas de quoi ils parlent exactement quand ils reprennent ce chiffre de 1,62 million de mètres cubes. Parce que ça, qui représente donc 4 tours Montparnasse, c'est le volume global des déchets. Mais ces déchets, il y en a de différentes sortes. Plongeons-nous dans la source. L'inventaire de l'Andra. Là, moi j'ai pris la version 2020 avec des chiffres de fin 2018. Vous voyez qu'on est passé à 1,64 million de mètres cubes. Et ces déchets, on voit qu'ils sont répartis en 5 catégories. Vous les voyez ici. HA, ça veut dire haute activité. Donc ce sont des déchets hyper dangereux, hyper longtemps, comme ceux qui sortent des réacteurs dont on a parlé. Ensuite MAVL, moyenne activité mais à vie longue, comme les hautes activités. Donc tout ça, c'est de la matière qui va rester dangereuse sur une très longue durée. Elle sera encore active quand vous serez mort et quand vos enfants exposant 4000 seront morts. Et tout ça, on le rappelle, pour votre confort électrique à vous, pas du tout le leur. C'est ça qui éthiquement est discutable. Ensuite, il y a des déchets moins dangereux parce qu'ils sont moins actifs. Les déchets de faible activité à vie longue, puis les faibles ou moyennes activités à vie courte. Alors, on parle de vie courte pour des radionucléides qui ont des périodes de moins de 31 ans. Et enfin, les déchets de très faible activité. Comment se répartissent nos volumes de déchets entre ces différentes catégories ? Eh bien, vous pouvez voir que nos deux premières catégories ne représentent que 3,1% du volume total, donc finalement assez peu de mètres cubes sur le 1,64 million. La grande majorité, c'est de la vie courte ou de la très faible activité. En revanche, plus de 99% de la radioactivité est concentrée sur ces deux premières catégories, donc ce sont de loin les plus délicates à gérer. Ce graphique-ci montre d'où viennent tous ces déchets. Il n'y a pas que la filière électronucléaire qui génère des déchets, même si c'est elle qui produit les plus dangereux. Vous avez la recherche, les militaires, par exemple la propulsion des sous-marins, ou le secteur médical, où on fait de la scintigraphie, de la radiothérapie, etc. Donc, vous avez tout ce qui est équipement souillé, tout ce qui est outils, vêtements de protection, gants contaminés, dans toutes ces filières. Et dans les déchets de très faible activité, vous avez les gravats, ou les poutres issues du démantèlement des sites nucléaires, poutres de 12, etc. Bon, ces déchets-là, de faible et moyenne activité, ils sont assez faciles à gérer. En l'occurrence, ça se passe dans le centre de stockage de l'Aube, qui est géré par l'Andra. Là, on empile ces déchets dans de grands ouvrages en béton, on recoule du béton par-dessus pour combler les vides, et ensuite on ferme avec un couvercle en béton. C'est sûr que, bon, ça fait beaucoup de béton. Et à la fin, on pose une couverture définitive par-dessus. Ça, on peut très bien le voir sur un autre site de l'Andra, le centre de stockage de la Manche, qui avait été créé en 1969, et qui est arrivé à saturation en 1994. Bon, 26 ans après, il est toujours surveillé. En fait, ces sites, on doit les maintenir sous surveillance pendant 300 ans après leur fermeture. Ils stockent des déchets à vie courte, donc qui ont une période qui va jusqu'à 31 ans, et 300 ans, c'est la durée nécessaire pour que leur radioactivité de départ soit divisée par 1000. Alors, pendant cette durée de surveillance, les sites sont gardés pour contrôler qu'il n'y a pas de radionucléides qui s'échappent. En l'occurrence, sur le centre de stockage de la Manche qui était le premier, il y a eu une fuite de tritium en 1976, et depuis, une surveillance particulière des nappes phréatiques qui a dû être mise en place. Ensuite, les déchets très faiblement actifs, qui sont stockés dans un autre centre de l'Andra, dans l'Aube, le CIRES, à Morville. Attends,
il y a un problème. Un problème de quoi? Bah, apparemment, les liaisons sont défectueuses. Les quoi? J'ai pas compris. Pourtant, je t'entends. Les liaisons sont défectueuses. Mais non. Je répète, les liaisons sont Mais non, défectueuses. j'ai entendu. C'est quoi les liaisons en question? Ok, super. Donc, les déchets appelés très faiblement actifs sont stockés au CIRES à Morvilliers. Là, les colis sont empilés dans de grandes alvéoles d'une dizaine de mètres de profondeur, au-dessus d'une couche d'argile qui garantissent une certaine protection du sol. Puis, à terme, on fait aussi une couverture par-dessus. Bon, ce type de déchets est a priori très peu actif, par exemple les amas de gravates en provenance du démantèlement des installations nucléaires, on les gère ainsi en France et c'est une obligation depuis les années 90. Obligation qui nous est propre. Ah mais ça y est, les liaisons sont à nouveau bonnes. Super, personne n'a compris quoi tu parlais, mais si tu veux continuer d'intervenir pour me pourrir une vidéo, surtout ne te gêne pas, hein, c'est open bar. Va vraiment falloir qu'on te trouve un truc à faire, toi. Donc, je disais, la France applique un principe de précaution. On fait ce qu'on appelle une gestion par zonage. À partir du moment où ces déchets, gravats, poutres, etc., proviennent d'un site de la filière électronucléaire, d'emblée, on les considère en catégorie TFA, très faiblement actifs. Et on perd même pas de temps à mesurer s'ils sont vraiment actifs ou pas. Dans la plupart des autres pays, c'est pris en compte différemment. Il y a ce qu'on appelle un seuil de libération. On prend le déchet, par exemple le sac de gravat, on mesure sa radioactivité, et si elle est inférieure à un certain seuil, le gravat peut être recyclé. Et cette loi, qui a instauré le principe du zonage, en France, elle commence à faire débat. Vous avez des gens qui estiment que c'est pas terrible, sur le plan écologique, d'enterrer comme ça de la matière qui, en fait, si on la mesurait, serait peut-être valorisable. Genre en réutilisant les gravats pour faire des routes. Et puis, pour l'instant, on n'a pas démantelé tant de centrales nucléaires que ça, mais là, on va y avoir Fessenheim, et puis avec le vieillissement du parc nucléaire, qu'on le veuille ou non, ça va de toute façon s'accélérer dans les prochaines décennies. L'ANDRA a pris comme hypothèse que les réacteurs des centrales nucléaires actuelles, en gros, ils seront exploités sur 50 ans, maximum 60 ans. Et l'EPR, le futur réacteur de 3ème génération, lui, il est plutôt conçu au départ pour 60 ans. Mais bon, là, on n'y est pas. Hein. Déjà, il faudrait commencer par le démarrer, le reste, après, on verra. Hein. Là, on en est déjà à 10 ans de retard sur le planning initial, donc c'est un peu comme les missions habitées sur Mars. On espère tous voir ça de notre vivant, mais c'est sans cesse repoussé. Mais, pardon, j'avais dit que je restais neutre comme un neutron, et là, je m'électronise. Passons. En tout cas, dans les prochaines décennies, on va donc avoir une forte augmentation du volume de ces déchets-là, estimé à plus de 2 millions de mètres cubes. Donc, il va falloir ouvrir d'autres centres parce que le CIRES va arriver à saturation. Et pour toutes ces raisons, cette loi du zonage, elle va forcément faire l'objet de débats prochainement. Du coup, quand vous en entendrez parler, vous comprendrez mieux de quoi il s'agit. Bref, à suivre. Alors, puisqu'on parle de suivre, il est temps de vérifier que vous êtes toujours sur le coup. Nouvelle question. Cette fois, c'est hyper facile, parce que visiblement, on n'a pas que des futurs prix Nobel, hein, au vu des résultats de certains sur les premières questions. Donc là, ça va être très simple. Pour trouver, il vous suffit d'avoir un peu écouté sans faire du Twitter en même temps. Quel est le bon graphique de la répartition des volumes de déchets nucléaires en France? Allons-y, vous pouvez faire pause si vous voulez. Allez, réponse, le bon camembert était le C. Le plus gros volume de déchets, ce sont bien les déchets qui sont les moins radioactifs. Si vous n'aviez pas choisi la réponse C, eh bien vous prenez un flux de déchets, et si vous aviez pris la D, retournez voir mon tuto sur les graphiques. Alors maintenant, assez rigolé avec les déchets gentillets de faible activité, rentrons dans le cœur du problème, les déchets à vie longue et haute activité, qui sont là pour des millénaires. On en fait quoi? En particulier, le combustible usagé de nos centrales nucléaires. Vous vous souvenez que dans nos bars qu'on a posés à refroidir dans une piscine, il y a moins d'uranium-235, puisqu'il s'est transformé, et à la place, on a d'autres matières, des produits de fission divers, du plutonium et autres actinides. Alors, dans la plupart des pays, ça, ils considèrent que c'est du déchet. Donc, ils le prennent, ils le placent dans des conteneurs étanches, et ils les entreposent à sec, en surface, ça peut être dans un bâtiment ou parfois en plein air. Et là, de toute façon, il va falloir attendre des dizaines d'années pour qu'ils refroidissent avant de pouvoir en faire quoi que ce soit, si par exemple vous voulez les descendre sous terre. Mais on voit bien que c'est pas encore une solution définitive. Dans 3 pays, France, Angleterre, Russie, on a une particularité. Avant de considérer ça comme du déchet, on essaye de regarder ce qu'on peut recycler dedans. Dans nos bars, il reste environ 1% d'uranium-235, et il y a aussi 1% de plutonium. Et ça, même si ça paraît pas grand-chose, on va le récupérer pour essayer de le valoriser et d'en refaire du combustible. Pour ça, il y a une usine de retraitement à La Hague. C'est Orano qui la gère. Orano, avant 2018, ça s'appelait Areva. Donc, les barres de combustible de tous les réacteurs français sont envoyés à La Hague, chez Orano, qui les stocke là aussi dans une piscine pendant quelques années, avant de les retraiter. Et ce retraitement, ça se déroule de manière complètement automatisée.
sans intervention humaine, puisque je vous rappelle que ces déchets, personne ne peut les approcher. Les vitres là, elles font 1 mètre d'épaisseur. Il cisaille les tubes des barres pour en faire sortir des pastilles de combustible, il les plonge dans des bains d'acide, il y a un processus chimique pour séparer les différents éléments, et pour mettre de côté le plutonium et l'uranium pour s'en resservir de combustible. Et le reste, il le coule avec du verre dans des conteneurs en acier, où vont donc se retrouver tous nos produits de fission et nos actinides. Tout ce qui n'est plus valorisable. Donc ça, ce sont vraiment des déchets ultimes. Alors, ce retraitement de la Hague, il fait l'objet d'un certain nombre de critiques, donc on se doit de les évoquer aussi si on veut parler de tous les aspects du sujet. Déjà, avec tous les transports de matière qui arrivent ou qui repartent de la Hague, il y a aussi la question de la pollution de la Manche, puisque Orano fait des rejets en mer, il y a un long tuyau qui sort de l'usine, qui plonge sous l'eau sur 5 km, donc dans les eaux territoriales, et qui rejette des effluents liquides avec des radionucléides dedans. Alors, Orano explique que c'est sans impact sanitaire grâce à la dilution. Bon, c'est moins dilué que de l'homéopathie quand même, mais en tout cas, ils publient un bilan annuel de ce qu'ils rejettent et ils indiquent que ça reste dans la limite de ce que l'autorité de sûreté nucléaire nationale les a autorisés à rejeter. Là-dessus, c'est eux qui font les mesures, donc on est bien obligé de leur faire confiance de toute façon. Mais la critique la plus importante, c'est que ces déchets qui viennent du monde entier, ça fait de la Hague la plus forte concentration de matière radioactive en Europe. Là, il y a l'équivalent de plus d'une centaine de cœurs de réacteurs, et du coup, c'est une zone qui doit être hautement surveillée, avec notamment survol aérien interdit à basse altitude. Et en période de crise, ça a été le cas en 2001, après les attentats du World Trade Center, on a déployé des lance-missiles prêts à intervenir, parce que une chute d'avion de ligne sur une des piscines de stockage, qui aurait mis des cœurs de réacteurs à l'air libre, l'IRSN avait calculé à l'époque que ça aurait potentiellement pu relâcher dans l'atmosphère 6 fois plus de césium-137 qu'à Tchernobyl. Depuis, d'autres mesures ont été prises, mais qu'on ne connaît pas parce qu'elles sont couvertes par le secret défense. En tout cas, voilà, tout ça implique une gestion des risques adaptée aux dangers potentiels dans ces entreposages massifs, en particulier face à la malveillance, qui existe, ça c'est de le nier qui serait inconséquent. Enfin, dernière controverse, la plus récente, il se trouve qu'en 2019, le CEA, le commissariat français à l'énergie atomique, a annoncé l'arrêt du projet Astrid, qui devait aboutir à un prototype de réacteur de 4e génération. Donc en gros, il a mis en pause la recherche en France sur les réacteurs à neutrons rapides. Et c'était notamment pour ce type de réacteur-là qu'il était intéressant de faire des stocks de plutonium, parce que sans cet usage-là, retraité, ça perd un peu de son intérêt. Parce que si on veut pas considérer ce plutonium comme un déchet de haute activité de plus, le seul débouché qui reste maintenant pour lui dans le nucléaire civil, c'est quand on l'utilise mélangé avec de l'uranium pour faire un autre type de combustible qu'on appelle le MOX. Mais ça, déjà, on peut pas l'utiliser dans toutes les centrales, il y a que 40% des réacteurs français qui y sont adaptés, et puis surtout, ça ne marche qu'une fois, parce que pour l'instant, ce combustible-là, lui, il n'est pas retraitable derrière. Alors qu'avec les réacteurs de 4e génération, on pouvait envisager un multi-recyclage. Bref, il y a un process industriel pour retraiter le combustible usé, et il y a des débats autour. Là, après cette vidéo, vous aurez un peu plus de billes pour comprendre les arguments des uns ou des autres sur le retraitement, et des liens vers des sources à aller creuser si vous voulez aller plus loin. J'ai essayé d'être objectif dans l'exposé des faits parce que c'est toujours agaçant quand on cherche des infos de s'apercevoir qu'elles sont orientées pro ou anti-nucléaires avec systématiquement du dénigrement de la position opposée à base de falafel, de sophisme génétique. Moi je pense que les gens sont assez intelligents pour se faire une opinion par eux-mêmes, le tout c'est que de base ils aient une info complète sur le sujet. Et en tout cas, ce qu'on voit, c'est que retraitement ou pas retraitement, et même si on réutilisait tout le plutonium, de toute façon, quoi qu'on choisisse de faire, au final, on se retrouve quand même avec des déchets ultimes, ça change pas. Nos produits de fission, et surtout nos actinides mineurs, tout ce qui n'est pas valorisable, qui se retrouve donc dans des fûts en inox, et on a donc 2 types de fûts de déchets à gérer. Là, c'est Mathieu Saint-Louis qui nous les montre, il est responsable de la communication à Londres. Donc là, ici, on a des fûts de déchets de moyenne activité. C'est vraiment comme ça qu'ils sont produits aujourd'hui à La Hague. Donc, puisqu'on trouve à l'intérieur, évidemment, cette petite vitre là, elle est là que pour montrer ce qu'il y a dedans. C'est les parties métalliques de la barre de combustible qui vont être compactées et puis mises dans ce fût en inox. Donc, ce que je tiens là, c'est du verre tel que celui qui va contenir les déchets à forte activité. Là, on n'a pas. Je peux le tenir sans risque. Ah oui, non, il n'y a pas de déchets dedans. Sinon, je serais déjà mort. Oui. D'accord. Les produits de fission, les actinides mineurs, en fait, toute la partie déchets de la barre de combustible, ça finit par faire une espèce de poudre qu'on va mélanger avec un verre en fusion. Donc, une fois qu'il est solidifié, ça ressemble à ça. C'est vraiment du verre, comme une roche volcanique. Et ce verre-là, il est coulé dans un fût en inox comme celui-là. Évidemment, pas avec la fenêtre, là c'est juste pour voir ce qu'il y a dedans. Donc il y a une espèce de petit capot, le verre est coulé là-dedans. Et c'est ça donc le déchet de haute activité.
Et donc pour l'instant, tous ces fûts, ils sont entreposés à la Hague, à sec, en surface, dans des silos avec une ventilation qui permet de les refroidir, parce que de toute façon, avant d'envisager de les mettre où que ce soit, il faudra les faire refroidir 60 ans. Donc là, on se retrouve au même stade que tous les autres pays. Ces déchets à vie longue, de haute ou de moyenne activité, on les garde là, en attendant d'avoir une solution pour les gérer de manière définitive. Moi je l'ai la solution, c'est à chacun de se responsabiliser. C'est comme l'histoire de la forêt qui brûle, où il y a le petit colibri, il va chercher les gouttes dans son bec pour essayer d'éteindre le feu. Et il y a le tatou, il lui dit « T'es marteau, c'est pas avec ces gouttes que tu vas éteindre l'incendie !» Et le colibri, il répond « Je sais, mais moi je fais ma part. » Ça y est, tu colportes des fables déculpabilisantes? Non, monsieur le tatou, mais j'ai lu que les déchets, ça représentait une demi-brique de lait par habitant en France. Mais du coup, j'ai été chercher ma part. Ah ça, en matière de métaphores qui servent à rien, on peut dire que t'en connais un rayon. Puis même plusieurs de rayons. T'es en train de connaître de l'alpha, du gamma, tout là. Et tu vas faire quoi avec ça maintenant? Tu vas creuser un trou de 500 mètres sous ta cave? Ben je sais pas comment on peut faire sa part. Mais on peut pas faire sa part. Pour ce problème-là, la réponse elle est forcément collective. C'est pas parce qu'une image est jolie qu'elle a du sens, hein. Ton colibri, avec un long bec, il sera plus utile à aller piquer le cul des éléphants pour qu'ils aillent éteindre le feu avec leur trompe, plutôt qu'à apporter une pauvre gouttelette qui va se vaporiser dès qu'il la lâchera. Il faut mettre ses forces là où elles sont utiles, sinon c'est débile. Il y a le feu, et ben le colibri, il peut crier pour donner l'alarme, il peut voler pour guider les autres, et surtout, il aurait dû ouvrir son bec pour prévenir les incendies avant, plutôt que de brasser du vent et s'agiter à prendre des risques inutiles une fois que le mal est fait. Parce que tu crois que je prends des risques là? Ils m'ont pas dit si c'était haute activité ou faible activité. Si tu parles de ton cerveau, je te confirme que c'est pas de la haute activité. Par contre, au niveau de ta brique, ça a l'air d'être du lait, et vraiment lait. T'as salement pris des couleurs. Je sais pas, j'y vois pas, j'ai pas fait de trou pour les yeux. Bah c'est vrai que ça picote un peu. Alors, dès la fin des années 1940 et durant les 30-40 premières années de l'ère du nucléaire, les déchets radioactifs, c'était simple, on les jetait à la mer. On considérait que c'était une solution sûre parce qu'il y avait dilution, et puis comme on les jetait dans des fosses assez profondes, on supposait qu'ils y resteraient isolés pendant des lustres ou autre type de luminaire, et vogue la galère. Il y a eu des déchets de toute nature, y compris des cuves de réacteurs contenant du combustible, hein, ça c'était les Russes et les Américains, mais globalement on était encore sur des déchets pas trop actifs. Heureusement, ces pratiques ont commencé à être réglementées dès 1972, avant qu'on commence à avoir réellement beaucoup de déchets très actifs à immerger. Il y a eu une prise de conscience dans ces années-là que c'était pas une solution durable. Et au final, l'immersion de déchets a été définitivement interdite en 1993 par la Convention de Londres. Et dès le milieu des années 70, comme la mer, ça devenait chaud, on s'est mis à regarder du côté de la Terre et à creuser un peu la question du stockage en profondeur. La France a donc créé l'ANDRA en 1979 et l'a chargé de commencer un programme de recherche sur le stockage souterrain. Mais dans les années 80, les choses n'ont pas trop avancé parce qu'à chaque fois qu'ils sélectionnaient un site pour essayer d'y implanter un laboratoire souterrain, il y avait de fortes oppositions locales. Du coup, la solution, ça a été de faire voter une loi le 30 décembre 1991, la loi Bataille, pas spécialement parce que ça fritait, mais parce que c'était le nom du rapporteur, Christian Bataille. En même temps, ça tombait bien. Cette loi, elle définit un programme de recherche à mener en 15 ans, et sur 3 axes. La séparation et la transmutation des déchets radioactifs. Là, l'idée, c'est de transformer la matière des déchets par des changements du noyau atomique, pour lui faire perdre son caractère radioactif. Confié au CEA, donc le Commissariat à l'énergie atomique. Ensuite, il y a l'entreposage de longue durée. Là, l'idée, c'est de faire des centres de stockage en surface, un peu dans le genre de ce qu'on a déjà vu pour les déchets de faible activité. Qu'est-ce que tu trafiques encore? Non, c'est-à-dire, je voulais vérifier que c'était bien en français, la vidéo. Je comprends pas un mot de ce que tu dis. Mais si tu avais un peu suivi, au lieu de te perdre dans des évaluations, tu n'entendrais pas que du galimatia. Ne touche à rien. Oui. Je reviens à toi dans 3 minutes. Et enfin, la troisième voie de recherche, c'est le stockage profond, qu'on appelle aussi stockage en couche géologique. Là, c'est de l'enfouissement, on creuse à plusieurs centaines de mètres, on dépose les déchets et on referme. Et ce volet-là est confié à l'ANDRA. Donc voilà les 3 pistes qui ont été envisagées. Alors certains d'entre vous se disent peut-être, attends, il y aurait aussi la possibilité de les envoyer dans l'espace. À votre avis, les envoyer dans l'espace, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise piste? Et surtout, pourquoi? Prenez le temps d'y réfléchir. Eh bien, figurez-vous que l'envoi des déchets dans l'espace, la NASA l'a étudié sérieusement à la fin des années 70, mais ce qui est hallucinant, c'est que jamais ce rapport n'examinait la question de ce qui se passerait en cas d'explosion en vol. Parce que le premier problème de cette solution, c'est ça. Si votre lanceur explose, vous allez disperser des radionucléides dans l'atmosphère et vous allez refaire le coup du nuage de Tchernobyl. Donc c'était une mauvaise idée et le projet a été abandonné. Et si vous n'aviez pas deviné, eh bien c'est un petit fût de déchets supplémentaire. Donc 3 pistes sont envisagées: entreposage de longue durée, transmutation et stockage profond. Et a priori, il n'y a pas d'autres solutions connues. Entendons bien ce mot solution. C'est une méthode de gestion. Maintenant, on a pu
imaginer tout un tas de trucs qui étaient historiquement farfelus. Donc les pistes ont été rapidement abandonnées, les envoyer dans l'espace, les mettre dans les océans, je parle bien des déchets HA et MAVL, les mettre dans les plaques tectoniques, les zones de subduction, dans les volcans, enfin tout ça, ça a été abandonné. Oui, historiquement, on avait même envisagé de les mettre sous les calottes glaciaires, hein, comme par exemple les Jafjadla, Jokul. Enfin bref, c'était pas sérieux, on a abandonné. Voilà où nous en sommes au début des années 90. Et c'est là que nous allons conclure ce premier volet un peu dense. Dans le prochain épisode, on va donc regarder ce qui s'est passé à partir des années 90 sur ces différentes pistes, et ensuite on rentrera vraiment dans le concret et on ira sur le terrain pour voir où on en est aujourd'hui. Je vais vous emmener notamment à Bure, où on ira se pencher sur la solution du stockage profond. Ouais, bah se pencher. Te penche pas trop si c'est profond, hein. Quand on voit rien que regarder une pauvre vidéo au sommet d'un immeuble, ça te donne le vertige. On se demande bien pourquoi c'est toi qui y vas à Bure. C'est moi qui vais à Bure parce que d'abord moi j'ai fait des trous pour les yeux et qu'on laisserait pas rentrer quelqu'un comme tu es vêtu, là, en orange en plus. Mais surtout, puisque tu voulais absolument jouer un rôle, j'ai une mission pour toi. Parce que pour ça, il va nous falloir un Candide, et du coup j'ai pensé que tu serais l'homme de la situation. Ah bah quand même, enfin, on reconnaît un peu mes qualités. Bah il était temps. Tout à fait. Alors voilà, il y a 2 plans de recherche sur le stockage profond, toute la partie technique, comment on stocke les déchets, et ça c'est ce que je vais aller voir à Bure, mais il y a aussi toute une réflexion, y compris avec des sociologues et des linguistes, sur ce qu'on doit laisser à la surface, au-dessus du stockage, pour dissuader nos descendants d'aller creuser là-dessous, sachant qu'au bout d'un moment, ce sont des descendants tellement lointains qu'on n'est même pas sûr qu'ils comprendront notre langue, et que les symboles qu'on peut leur laisser seront bien interprétés de la bonne manière. Donc l'Andra bosse là-dessus, et depuis les années 80, il y a eu d'autres recherches dans d'autres pays qui ont envisagé le stockage profond, et toi, tu vas aller tester pour nous. Tu vas être l'homme du futur confronté à ces solutions. Ah, je suis l'homme du futur. Oui, parce que vu qu'on ne sait pas de quoi sera fait le futur, je pense que c'est mieux de partir d'une hypothèse basse. Si toi tu comprends le message, a priori ça veut dire que n'importe qui le comprendra. Même après l'effondrement de la civilisation, l'anéantissement de la culture et même la dégradation du langage et l'extinction intellectuelle. Écoute, moi tu me dis, je représente l'avenir de l'humanité, je peux qu'être que dans l'approbation, d'être d'accord, et je m'en félicite. Et je t'en félicite aussi, hein, ça croule dessous. Non, mais je pense que ça peut marcher. Alors voilà, on a vu tous les aspects théoriques, là vous êtes blindés, vous avez été bien préparés pour la visite, donc la prochaine fois, on enfile le casque de chantier et on descend creuser la question. On va voir tout ce que ça impliquerait, un stockage 500 mètres sous terre. On va faire des expériences un peu bizarres. Et on va rencontrer des experts du domaine. Nous sommes des scientifiques. Donc les absolus, la certitude absolue sur ce qui va se passer dans 300 000 ans, c'est pas notre, c'est pas ce que l'on dit. Même si on pourrait être amené, on prévoit l'oubli comme étant la meilleure décision, en fait l'oubli se décrète pas. Et puis, on va garder en éveil notre esprit critique, et du coup on va poser un peu les questions qui fâchent et entendre différents points de vue se répondre. Après on peut mettre de la polémique là où il n'y a pas forcément lieu d'en avoir. C'est complètement ridicule, c'est insultant. Et ça n'a pas de sens. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ah, il y a un peu de hype là. J'avoue, on dirait un teaser d'Astronogeek. Mais vous verrez, ça vaudra le coup. Et puis ça vaudra le coup d'avoir vu cette première vidéo pour bien comprendre tout ce qui se dira dans la seconde. Gardez bien votre total de flux de déchets, on continuera le jeu. Et rendez-vous dans 10 jours pour se plonger ensemble dans le futur. Et que l'obscurantisme retourne à l'obscurité. Ciao.